Bonjour les 3e A. Donc aujourd'hui, avant de faire la correction des questions sur la fable de La Fontaine, vous verrez dans les pièces jointes, je vous donne le corrigé du brevet blanc. J'attendais, comme je vous l'ai dit, en vous envoyant les compétences et le détail de vos notes, j'attendais de voir si vous alliez pouvoir récupérer vos copies bientôt. Parce que je trouve ça toujours quand même plus intéressant de vous donner des résultats quand vous pouvez avoir vos copies entre les mains. Mais là, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va être possible, donc je vous donne quand même tout ça. Là, sur ce corrigé, vous allez retrouver le texte, l'image, les questions, avec à chaque fois les explications. Tout n'est pas forcément complètement rédigé, mais vous avez l'essentiel, enfin tout ce qui est important, et puis vous avez le détail des notes, enfin de la notation, le barème pour l'exercice de réécriture, pour la dictée, et alors vous voyez que y a des fois il faut vous référer au texte, parce qu'il y a plein d'expressions possibles pour les qualités du blessé, par exemple. Donc il en fallait 3 parmi celles-ci, mais si vous regardez le texte, il y en a bien plus. Et puis les analyses du texte concernant tout ce qui est étonnant par rapport à ce récit de guerre. Voilà. Alors ça, vous n'en tenez pas compte parce que c'était pas pour votre travail, puisque vous aviez une image de bonne qualité. Ensuite, vous avez la dictée aménagée, et le sujet d'imagination avec le barème. Mais ça, normalement, alors moi en tout cas, je l'ai remis dans les copies que j'ai corrigées. Je pense que ma collègue en aura fait autant pour les vôtres. Donc vous aurez normalement ce détail-là. En tout cas, c'est tout ce qui était attendu par rapport à ce sujet, donc tous les critères de réussite de ce sujet d'invention. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez bien entendu me les poser. Éventuellement, si vous êtes plusieurs, on pourra faire une classe virtuelle pour voir un petit peu le détail. Ce serait bien que vous ayez vos copies d'ici là, mais je ne sais pas du tout quand ce sera. Donc si vous êtes plusieurs à vouloir des explications, on reprendra un temps ensemble. Alors plusieurs, c'est pas forcément 15, hein. Vous pouvez, même si vous êtes 4 ou 5, on peut prendre un temps pour faire ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il en est, si vous avez besoin de précision. Évidemment, ça fait quand même un moment, et puis vous n'avez pas vos copies, donc ça va peut-être pas complètement vous parler, mais n'hésitez pas à demander des précisions. Donc voilà pour le corrigé du brevet blanc. Ensuite, je vous ai mis aussi en pièce jointe, donc là je remets ce texte-là, vous l'avez dans votre manuel, hein, mais si vous voulez l'avoir sous les yeux pour travailler, c'est possible aussi. Et puis je vais vous mettre le détail des corrections sur toutes les questions qui étaient sur le texte. Vous les aviez à la page suivante. On va les reprendre. Alors dans le corrigé, alors attendez que je le récupère. Hop, dans le corrigé que j'ai mis, vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi les 4 premières questions parce qu'elles vous aident à bien comprendre le texte. Donc avoir la correction de ces questions-là, ça peut être intéressant. Même si vous n'avez pas complètement réfléchi aux questions, vous pouvez toujours lire, hein, ça va vous apprendre des choses, enfin, ou en tout cas vous confirmer les hypothèses de lecture que vous aviez pu faire. Et puis, nous, on va s'occuper vraiment de ce qui concerne les questions 5 à 11. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont notées. Évidemment, vous n'avez pas à tout recopier. Si vous pouvez imprimer, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, vous reprenez par rapport à ce que vous avez fait ce qui doit être ajouté. Mais ça, on va le reprendre ensemble. Je vais vous donner des explications parce que c'est un texte qui n'est pas forcément si évident qu'il en a l'air, hein. Les fables, on a tendance à les simplifier un petit peu trop, alors qu'en fait, c'est quand même relativement compliqué. Comme les contes d'ailleurs. C'est pas seulement des récits pour enfants, loin de là. Donc là, vous avez tout ce détail-là, on va le reprendre au fur et à mesure, et puis je vous donnerai aussi le texte avec quelques annotations qui peuvent vous aider. Donc,
On va le lire ensemble déjà, ce texte. Peut-être rappeler avant le procédé d'une fable, hein, mais ça, normalement, vous le savez. On l'a déjà évoqué la dernière fois, c'est un récit imagé, c'est-à-dire qu'on va reprendre des personnages un peu symboliques, souvent des animaux, pas exclusivement, mais très souvent des animaux. Et ce récit, il raconte une histoire en fait dans le but d'illustrer un défaut humain, très souvent, de critiquer une société, éventuellement de dénoncer des travers. Alors ça veut être soit vraiment sur des caractères humains, soit sur des personnes en particulier, soit sur un fonctionnement de la société, hein, ici par exemple sur la justice. Et ça va permettre justement, en racontant cette histoire, de commenter et de critiquer de façon indirecte ce qu'on cherche à dénoncer. Bien évidemment, la fable est caractérisée par la morale qu'on va trouver à la fin, qui est plus ou moins longue, hein, selon les fables et selon les auteurs. Ici, vous avez une fable qui est versifiée, comme souvent chez La Fontaine, donc pas en prose, hein, mais bien écrite en vers. Et on va pour le coup pas s'attarder sur l'analyse de la versification, mais on va vraiment parler du fond puisqu'on travaille en ce moment sur l'argumentation. Donc évidemment, vous avez repéré l'opposition dans les animaux entre les prédateurs et les victimes. Si vous avez quelques doutes, vous reprenez l'explication de la question 2, où vous avez vraiment ces animaux et puis tout ce qui symbolise. Et puis dans les victimes, vous avez, alors par exemple, je le reprends très vite, hein, mais dans les prédateurs, le lion qui est évidemment le roi des animaux, c'est le pouvoir et la force, le loup qui est la méchanceté, mais aussi, alors souvent dans les contes par exemple, hein, c'est l'image qu'on a du loup, mais aussi l'indépendance. Hein. Le loup, c'est un animal solitaire et c'est souvent une des caractéristiques des personnages représentés par des loups. Le renard, comme toujours, la ruse, l'habileté. Et le tigre, ça va être la puissance, l'ours, la force. Hein. Vous voyez évidemment que là, on est dans le côté un peu noble des animaux. Les victimes, donc qui sont aussi des prédateurs, hein, qui sont redoutés. Les victimes, ça va être la tourterelle qui symbolise la pureté, l'amour, etc. Les moutons qui symbolisent l'obéissance et le conformisme. Hein, on dit toujours obéir comme un mouton. Et l'âne, évidemment, c'est la bêtise, c'est l'entêtement. Hein, donc l'âne, c'est le baudet ici. Je ne sais plus comment on le reprendra au fur et à mesure. Hein, il me semble qu'il y a différentes appellations, mais toujours le même animal. Ça, vous le retrouvez dans la correction de la question 2 que vous n'aviez pas à traiter pour autant. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les questions 5 à 11. Je relis pas le texte, hein. Normalement vous l'avez fait, vous aviez pas mal de points à traiter, donc vous avez dû le lire attentivement. La première question, enfin la 5, dans les vers 1 à 6, relevez une répétition et une hyperbole. Donc on avait retravaillé sur les figures de style. Dans vraiment les tout premiers vers, donc rien de très compliqué, vous avez évidemment la répétition du mal. Et ce qui est intéressant, ce sont les subordonnées relatives qui suivent. Donc le mal, un mal, mal repris avec la majuscule puisqu'il est en début de vers, mais c'est cette répétition. Alors on pourrait presque parler d'anaphore, sauf qu'il n'y en a que 2, mais on est bien chaque fois au début du vers. Et ce sont les 2 premiers vers, donc ça veut dire qu'on insiste là-dessus vraiment dès le début de la fable. Et bien évidemment, ce mal, il va être caractérisé par les subordonnées relatives qui suivent, et c'est pas n'importe lesquelles, hein, qui répand la terreur, que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Donc on parle de quelque chose de terrible qui inspire la peur et qui serait une sorte de châtiment divin, une punition pour les crimes de la terre. Ce mal, il est repris plus loin, hein, il est nommé la peste. Il y a une espèce de dramatisation, hein, on va faire attendre un petit peu pour savoir exactement de quoi on parle. Et puis l'hyperbole, elle est ici, capable d'enrichir en un jour l'Achéron.
Donc on vous dit que c'est une rivière qui se jette dans le Styx. Alors le Styx est beaucoup plus connu, le fleuve des enfers. Là, c'est aussi pour la rime qu'il a besoin, il prend un autre, c'est un affluent du Styx, mais du coup, c'est la même symbolique. Donc, enrichir en un jour l'Achéron, ce serait justement remplir en quelque sorte ce fleuve des enfers de mort, tout simplement. Donc on est bien sûr dans l'hyperbole, et ça rajoute à la terreur inspirée par ce mal dont il parle, la peste. Ensuite, pour ce qui est justement, alors là on a un fléau divin dont les animaux seraient victimes, mais qui vient pas de nulle part, c'est pas uniquement le destin, c'est une punition pour ce qu'ils ont fait auparavant. Et notamment les crimes de la terre, donc ce qu'ils ont fait subir en quelque sorte à la terre. Question 6. Que propose le lion pour obtenir la guérison commune? Quels arguments emploie-t-il pour convaincre les animaux? Donc je reprends, vous pouvez prendre aussi la correction au fur et à mesure. On va le reprendre dans le texte. Le lion, il tient conseil, donc évidemment tout le monde l'écoute, puisque c'est le roi des animaux. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que quelqu'un paye pour tout le monde, soit sacrifié, et il propose que ce soit le plus coupable, puisque visiblement c'est un mal qui leur a été envoyé pour les punir de leurs péchés. Pour avancer cette façon de faire, pour soutenir cette façon de faire, il avance un argument qui est celui-ci déjà. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'il va se reposer sur le fait que c'est comme ça que ça se fait et que ça a été en gros prouvé que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc il ne remet pas en question cette autorité-là. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité et c'est très pratique parce que justement ça évite un peu de se justifier. Donc là il se repose sur ce qui aurait été fait avant. Il n'a pas du tout de preuves à apporter, mais on ne lui demande pas. Ça va donner, cet argument d'autorité, il donne une apparence aussi de logique, alors que si on réfléchit bien à ce qu'il propose, il n'y a aucune logique là-dessus. C'est pas parce qu'on va en sacrifier un que tout va s'arrêter. Mais on verra qu'il a d'autres intérêts là-dedans. Évidemment, si vraiment c'était pour punir les coupables, c'est ce qu'on vous dit dans la correction, il faudrait que tous les coupables soient punis, soient sacrifiés, et pas seulement le plus coupable. Mais on va voir que c'est très pratique pour eux. Une fois, donc la question suivante, la 7, quelle est la situation finale? C'est-à-dire une fois qu'il a convaincu tous les animaux que c'était comme ça qu'il fallait faire, est-ce que ça fonctionne? La situation finale, évidemment, vous allez la chercher tout à la fin. Le fabuliste nous dit-il si la solution a été efficace? Bien sûr que non, il nous dit rien du tout. Tout le monde se met d'accord pour mettre à mort l'âne, et pour autant, on ne sait pas du tout si ça va être un remède efficace ou non. C'est pas un hasard. C'est une ellipse, c'est-à-dire que La Fontaine, le fabuliste, c'est-à-dire l'auteur de fables, s'arrête là dans son récit. C'est pas parce qu'il avait la flemme ou pas le temps. C'est bien évidemment fait exprès. Et c'est justement pour que le lecteur s'interroge et se pose la question. On sait très bien que c'est pas le sacrifice de l'âne qui va sauver tous les animaux. On se doute que ça ne sert à rien. Et donc ça va nous amener à réfléchir sur l'utilité de cette décision-là. Est-ce que c'était la peine de sacrifier l'âne? Et puis on va revenir sur le détail aussi de pourquoi est-ce que c'est lui qui est sacrifié. Mais en tout cas déjà on voit que c'est pas forcément une solution efficace. En tout cas si elle l'était, sans doute qu'on nous l'aurait dit. La question 8. Comparez l'aveu consenti par le lion et celui que fait l'âne. Quelle est la nature de leurs fautes respectives? Quelle en est la motivation? Laquelle est la plus grave? Vous avez
Donc le lion dit qu'il va falloir sacrifier le plus coupable, donc il appelle tout le monde à confesser ses péchés en quelque sorte. Et il commence. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons, c'est-à-dire beaucoup de moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Donc, il prend la parole en premier, il confesse des crimes qui sont graves. Il a dévoré plusieurs moutons, et il dit « mes appétits gloutons », donc c'est aussi par gourmandise en quelque sorte, c'était un peu avec excès. Donc c'est le péché de gourmandise qui va lui être reproché. Et en plus, il tue le berger. On va voir après ce que disent les autres, mais la question, elle vous amène tout de suite à aller voir ce que l'âne a confessé comme péché, comme crime. Et ça, c'est ici, à partir du vers 49. Il parle en dernier, l'âne. On voit qu'il y a une sorte de hiérarchie dans ceux qui prennent la parole. On va évidemment du personnage le plus important et le plus respecté à celui qui l'est le moins. Donc l'âne parle en dernier, vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelques diables aussi, me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » Donc, il reconnaît avoir une fois brouté dans un pré qu'il n'avait pas le droit de brouter. Donc il a mangé, et même pas beaucoup, la largeur de sa langue. Donc c'est vraiment pas conséquent. On vous invite à comparer les deux aveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la motivation dans chaque cas? On a dit l'importance de la faute et la motivation. Le lion, c'est un péché de gourmandise, il a tué, et il l'a fait vraiment par gourmandise. L'âne, lui, a simplement brouté de l'herbe qui ne lui appartenait pas, mais il l'a fait par faim, c'est-à-dire par nécessité. Si on compare honnêtement les deux aveux, bien évidemment, celui de l'âne semble bien moins grave, la faute semble bien moins grave que celle du lion. On vous demande après, donc, dans la 9e question, comment est-ce que les autres animaux réagissent? C'est le renard qui prend la parole juste après le roi. Et il va commencer par flatter le roi. Vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et les flatteurs d'applaudir. Donc le renard prend la parole. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est commenter ce que vient de dire le lion, en le flattant et en lui disant non, c'est vraiment pas un péché, au contraire c'est un honneur que vous leur avez fait de croquer ces moutons parce que vous êtes le Seigneur et que c'est un honneur d'avoir votre attention. Il dit aussi que le berger, il a mérité d'être dévoré par le lion, justement parce que c'est un peu un rival, c'est comme s'il cherchait le pouvoir sur les animaux, alors que normalement, celui qui a pouvoir sur les animaux, c'est le roi des animaux, c'est le lion. Donc c'est un peu son rival en quelque sorte, il a mérité d'être dévoré par le lion. Une fois qu'il a dit ça, en fait il déculpabilise le lion, mais, et on s'en rend à peine compte, il confesse rien du tout lui. Il prend la parole, mais il va absolument pas confesser de crime, il va juste commenter celui du lion. Tous les flatteurs vont applaudir à sa suite, parce que justement, ils veulent se mettre le roi dans la poche, en quelque sorte. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints,
C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qu'on connaît pour être à chaque fois, alors on dit querelleur, donc chercher la bagarre, les ennuis, y compris les chiens de garde, tous ceux qui en fait sont des prédateurs, on va pas du tout insister sur leur faute et on va les considérer comme innocents, hein, des petits saints. C'est l'âne qui parle en dernier, donc on a vu ce qu'il confessait. Je n'en avais nul le droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. C'est-à-dire qu'ils vont tous se mettre d'accord justement pour le désigner comme coupable, lui voué, en fait, quand on crie haro sur, c'est souvent haro sur le baudet, en fait c'est resté un peu une expression, mais ça vient de cette fable de La Fontaine, où justement ça arrange tout le monde que l'âne soit vu comme le coupable, parce que puisqu'on n'en veut qu'un, ça va dédouaner tous les autres. Donc évidemment qu'ils sont tous d'accord, puisque leurs crimes sont bien pires que celui de l'âne, mais si c'est lui qui est désigné comme coupable, eux, ils n'ont pas à trop insister sur leur propre faute, et surtout, ils vont s'en tirer très facilement. Donc bien sûr qu'ils sont tous d'accord pour justement accuser l'âne de tous leurs maux. Un loup quelque peu clair, donc c'est-à-dire clair, le clerc de notaire notamment, mais le clerc aussi d'avocat, hein, c'est ici, ça montre quelqu'un d'instruit, prouva par sa harangue, c'est-à-dire son discours, qu'il fallait dévouer ce maudit animal, donc le sacrifier. Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal, sa pécadille, hein, donc sa toute petite faute qui était quand même pas grand-chose, fut jugée un cas pendable, donc qui mérite d'être pendu. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Là, forcément, tous les animaux se mettent d'accord pour condamner le plus faible d'entre eux, et surtout celui qui en fait avait le moins péché, celui qui était peut-être le plus exemplaire, le moins coupable, et c'est lui qu'ils vont désigner comme le seul coupable. Étant donné qu'ils sont tous d'accord, et qu'ils sont tous plus forts que lui, eh ben, c'est lui qui va être exécuté. J'ai anticipé un petit peu puisque j'ai lu toute la suite, hein, sur la suite, je crois. Donc on a vu comment le renard parlait du lion et de sa faute, hein, justement. On a vu aussi comment le loup désigne l'âne. On voit bien que c'est pas du tout, alors on va reprendre dans le détail, mais c'est pas du tout le même vocabulaire. Hein, vous avez... Pour le renard, le crime du roi est une faute complètement pardonnable. Hein. Il minimise complètement la culpabilité du roi. Enfin, du roi des animaux ici, mais bon, c'est du roi quand même. Alors que le loup, qui se fait un petit peu l'avocat de tous les autres, accuse l'âne en disant que sa toute petite faute est en fait passible de peine de mort, et puis ces exclamations qui sont... Là justement c'est la juxtaposition qui fait que c'est ridicule. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Alors c'est évidemment exagéré avec les exclamations, mais on voit bien que ça sonne faux parce que justement on est dans l'opposition complète. C'est une exagération et justement qui va être... souligné, et du coup on en voit toute l'ironie, ça va être souligné par cette juxtaposition. On voit bien que ça va pas du tout ensemble. C'est l'un à côté de l'autre, on voit l'opposition. Ensuite, est-ce que j'ai rien oublié? Oui, on voit bien, le loup d'ailleurs, il n'y a pas d'argumentation, hein. En fait il fait que accuser, il n'y a pas du tout d'argument, là où le renard argumentait pour dire au roi qu'il n'était pas du tout coupable et qu'il fallait l'excuser, etc., ce que vous avez ici, il prenait aucun risque évidemment, hein. Il allait essayer de dédouaner le plus coupable d'entre eux, mais aussi le plus puissant, donc bien sûr que c'est ce qu'il cherchait à faire. Tous les autres vont forcément être d'accord, et c'est le loup qui va s'en prendre au plus faible. Donc pourquoi est-ce que le loup et question 11, hein, pourquoi est-ce que le loup et les autres animaux désignent-ils l'âne comme coupable? C'est ce qu'on a dit, hein. Bien sûr que
à partir du moment où on considère que le lion n'est pas coupable, ça va arranger tous les autres prédateurs, puisqu'ils ont tous fait quelque chose un peu similaire à ce qu'a fait le lion. On n'a pas le détail, mais ce sont des animaux prédateurs, donc forcément, ils ont dû croquer quelqu'un à un moment ou à un autre. Ça les arrange. À partir du moment où le renard a prouvé que le lion n'était pas coupable, ça veut dire que eux encore moins, puisque ils ont fait des choses un peu du même ordre, mais des crimes moins importants. Donc, si tout cela sont innocentés, s'en prendre à l'âne que personne ne va défendre, c'est bien évidemment ce qu'il y a de plus facile et du coup pour eux de plus efficace. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle ici le bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Bien évidemment que le renard, quand il déculpabilise le lion, c'est pas forcément ce qu'il pense, mais c'est ce que tout le monde a envie d'entendre, et puis c'est un flatteur. Hein. Donc là, évidemment, ce que dénonce indirectement La Fontaine, c'est tous les courtisans qui sont autour du roi et qui veulent s'en faire bien voir, se faire bien voir du roi, et qui sont prêts pour ça à mentir sans honte, et qui sont prêts à tout pour se faire bien voir. Les flatteurs, ça c'est une cible très 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 fréquente dans les fables de La Fontaine. Hein. Le roi, mais aussi tout, et peut-être pire encore, tous les courtisans qui sont autour de lui. Si on prend la morale, est-ce qu'il y a une question vraiment là-dessus? Même pas vraiment. Hein. Si ça va être dans le bilan que je vous avais demandé d'y réfléchir simplement à l'oral, mais la morale, on voit que ce sont uniquement les 2 dernières lignes. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est-à-dire que, et ça c'est une morale de fable qui est très très connue, on ne connaît pas toujours l'histoire qui va avec, mais selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, ça veut dire qu'en fait il y a une justice qui n'est pas la même pour tout le monde. Et si on fait partie des puissants, on va être innocenté, donc vous rendront blanc. En revanche, si on fait partie des faibles, des misérables, on va être coupable de tout. C'est ce que dénonce La Fontaine à la fin du XVIIe siècle. Et c'est là toute la force des textes de La Fontaine, c'est que ses contemporains, les lecteurs du XVIIe siècle, XVIIe, début XVIIIe, vont mettre des noms derrière tous ces personnages, vont en tout cas voir quelles sont ces cibles, parce que ça parle de la société du XVIIe siècle. Si on regarde bien, là il parle de justice, c'est des questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Donc pour le lecteur du XXIe siècle, cette fable elle est toujours d'actualité. Et on le voit avec des procès contre des grands groupes de multinationales, etc. Bien évidemment qu'à partir du moment où on a les moyens de se défendre correctement, on va être souvent moins durement condamné. Donc cette interrogation posée par La Fontaine sur la justice, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Là, vous avez dû comprendre le principe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, La Fontaine n'intervient dans son texte. C'est-à-dire qu'il y a un narrateur, mais il n'y a jamais d'intervention de l'auteur, même du narrateur. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien du tout. Donc, il raconte l'histoire de ces animaux, et il y a ces 2 petites lignes de morale à la fin. Et en fait, c'est le lecteur qui va faire son cheminement tout seul. Il va lui seul en tirer les conclusions, voir la situation qui est décrite, qui est racontée par La Fontaine, et mener sa propre réflexion. Bien évidemment que logiquement on arrive tous à la même conclusion. Hein, c'est que le pauvre âne qui a été le moins coupable de tous, c'est lui qui va être condamné parce que c'est le plus faible et parce que ça va arranger tout le monde, que ce soit lui qui soit sacrifié. Il ne peut pas se défendre, personne ne va l'aider, donc c'est le coupable idéal parce que le plus facile. Pas forcément parce que c'est le vrai coupable. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle
un apologue, c'est-à-dire que c'est le principe d'une argumentation détournée en quelque sorte, enfin en tout cas indirecte. C'est-à-dire que on raconte cette histoire exactement comme on l'avait vu avec Candide, Voltaire, alors c'est une autre forme, mais c'est aussi un apologue, c'est-à-dire que c'est un récit qui va exposer une situation, et c'est au lecteur d'en tirer ses propres conclusions. Même si on l'amène habilement à une conclusion, c'est quand même lui qui va la formuler tout seul, et donc elle va avoir d'autant plus de force parce que c'est pas quelque chose qu'on va lui souffler. On lui dit pas comment il faut penser, on lui raconte juste une histoire et c'est à lui de prendre position tout seul. Et en général, ça a plus d'impact qu'un discours, par exemple. Simplement parce que on va s'approprier ce raisonnement-là. Donc normalement, vous avez pas mal de choses peut-être à compléter par rapport à ce que vous aviez préparé. Donc ça, je vous le donne aussi. Je vous redis, donc là, vous avez toute la correction. Donc question 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez ce que vous avez à rajouter par rapport à votre propre travail. Je vous l'ai dit, si vous pouvez imprimer, tant mieux. Sinon, vous complétez vos réponses avec ce que vous avez ici. Et puis, moi, ce que je vais vous demander de noter dans le cours, à la suite de votre travail, c'est... Donc, on avait mis séance 3, argumentation indirecte. On avait travaillé ici sur le texte de Voltaire la dernière fois. Vous sautez une ligne, vous laissez bien votre travail de préparation avec la correction, et vous mettez en dessous les animaux malades de la peste, La Fontaine, fable. Je ne reprends pas la correction que vous avez notée au-dessus, c'est simplement quelque chose d'un petit peu plus général. La fable, elle aussi, repose sur l'argumentation indirecte. L'auteur, pour critiquer ou dénoncer un fait, passe par un récit et représente ses cibles par des animaux. Il s'agit là aussi d'un apologue dont l'auteur énonce le principe dans la morale finale. Le détail, vous l'avez dans la correction des questions que vous aviez faites à la page 78. Donc vous notez ça pour vous souvenir qu'il y a plein de choses à voir dans la correction que vous notez au-dessus ou dans la correction que vous imprimez, que vous mettez à côté. Alors, voilà pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. La prochaine fois, donc vendredi, je vous donne un nouveau texte. On va travailler sur un texte qui s'appelle Matin Brun, un texte contemporain, qui est aussi une forme d'apologue, et qu'on va lire en intégralité, et un texte sur lequel on va travailler un petit peu plus longtemps, un petit peu plus en détail, et puis on travaillera aussi sur un film d'animation qui reprend ce récit-là. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien. Bonne journée.